Good morning, everyone. I woke you up there. My name is Vera, and I'm very happy to be with you here today, this morning, to launch the Asian Infrastructure Investments Bank's flagship report on infrastructure for planetary health. And we have a fantastic lineup of speakers and panelists who will try to walk you through the different findings of this report. And I will also present a little bit more in depth of our findings and then give room to hopefully inspiring discussion and conversation on this topic. So with no further ado, I would like to invite to the stage our first keynote speaker, our president of AIIB, President Jin Liqin, to the stage. Thank you, Vera. Thank you. Welcome. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much. I'm looking forward to see a very interesting discussion. I also like to thank our chief economist, Eric, working with the team to propel this. This is really our great honor and privilege to launch the Asian Infrastructure Finance Flagship Report on infrastructure for planetary health at a time when our global health and finance communities face both unprecedented challenges and critical opportunities for progress. We have a very small team. As you know, our principle is be lean, clean, and green, and our economic department is very lean and working with other very lean departments. But the report they produce, I think I have the bragging rights, very, very rich in ideas. So hope we can also get your ideas to do better in the future. Talking about health, this is so important for all of us. Now, we went through very difficult years of COVID-19, which is now behind us unequivocally. But COVID-19 pandemic has left a painful, indelible scar on a lot of people, physically, psychologically, and definitely the scar could be seen in a healthcare system in many countries. Our economies and global health systems continue to bear these scars, making the achievement of the health-related sustainable development goals by 2030 increasingly difficult. However, the crises we face today go beyond the pandemic. Climate change, biodiversity losses, and environmental degradation are all deeply affecting human health and well-being. Billions are now at the mercy of extreme weather events, weather hazards, air pollution, water and vector-borne diseases, antimicrobial resistance, and emerging zoonotic diseases. These challenges strike hardest in developing economies, where they compound existing vulnerabilities and demand urgent solutions. The most vulnerable people are most susceptible to this kind of health hazards. The Earth, the planet, is certainly our home, but more importantly, the planet sustains our life. It's the life supporting system. As we build infrastructure to drive human progress, we must ensure that these systems promote health, protect nature, and mitigate the escalating effects of climate change. We humans have done too much damage to our Mother Nature. Too much. It's time for us to be keenly aware of the importance to take care of our Mother Nature. AIIB
Asian Infrastructure Investment Bank was founded in the wake of the Paris Agreement. Capital privé et promouvoir la coopération régionale ainsi que la coopération internationale. Alors, en ces moments très critiques, nous ne pouvons pas considérer l'infrastructure en isolement. Et l'infrastructure devrait être définie dans un sens plus large. Cette des frontières planétaires pour maintenir la vie sur la Terre ont été déjà violées. La dégradation de la biosphère, les perturbations des cycles de carbone et l'accroissement de carbone ne menace pas seulement la nature, mais aussi la survie des humains. 2024, l'année 2024, c'est la première année où nous sommes allés à 1,5 degrés Celsius au-delà du niveau pré-industriel. Cela veut dire que le temps est en train de courir trop vite. Voyant tous ces phénomènes, j'ai souligné des catastrophes naturelles ne sont pas en soi naturelles et sont anthropologiques, c'est-à-dire causées par les humains. Nous sommes victimes par nos comportements. Alors, il est moment. Alors, en changeant l'investissement à l'infrastructure vers la santé planétaire, nous pouvons protéger l'écosystème qui apporte la sécurité alimentaire et de l'eau beaucoup plus propre et la résilience à l'infrastructure climatique. Et ici, ce n'est pas nécessairement une nécessité, mais c'est au fait la fondation des sociétés et des économies. La nature a une capacité pour se renouveler. La pollution, la dégradation, c'est notre comportement a créé le problème au-delà de la capacité de la Terre à se renouveler. Et nous devons essayer de faire l'équilibre entre notre vie, notre bien-être et aussi la protection de la santé. La santé planétaire est un prérequis pour la santé humaine. Nous ne devons jamais oublier l'infrastructure durable est au cœur de la solution. La faible émission, le transport public réduit la pollution et améliore la santé publique. Le système doux prévient des maladies et rassure l'accès à l'eau potable. Et les solutions des énergies propres et arrêtent les morts prématurées et ça reste opérationnel pendant ou les crises climatiques. Les natures, basées sur la nature, comme la reforestation, la restauration de la terre et aussi la verdure urbaine a réduit l'adaptation climatique en améliorant la santé publique. L'identité de la santé est critique à notre mandat et pour l'infrastructure financière de demain. Il n'y a pas de nation qui pourrait atteindre son potentiel avec une population malade dans une planète dégradante. Ça, ce n'est pas le centre dans un film ou la fiction, mais ça, c'est quelque chose, c'est une réalité autour de nous. Et les gens, malheureusement, dans les États, ils n'ont pas l'argent pour les points de santé parce que l'argent est là pour leurs funérailles. C'est absurde. Nous devons réévaluer nos priorités et rendre l'allocation de ressources beaucoup plus significative. Nous ne devons pas attendre jusque au pire, les jours arrivent jusqu'à ce que nous faisons quelque chose fondamentalement pour changer la manière dont nous faisons les choses, nous vivons et nous nous comportons.
Alors, je suis heureux ici d'annoncer le lancement de notre rapport sur l'infrastructure sur la santé planétaire. L'édition récente de l'infrastructure asiatique de remports financiers. Ces rapports financiers est bâti sur notre travail précédent, en particulièrement la nature comme infrastructure, pour souligner le rôle essentiel de l'infrastructure pour sauvegarder la santé humaine et la santé planétaire. Pourquoi est-ce que le département économique et nos économies ont mis ces efforts pour produire ce rapport? Je devrais vous dire que nous sommes reconnaissants pour vous, pour vos idées et vos inspirations qui continuent à alimenter notre département économique. J'espère bien sûr que ce genre de coopération pourrait continuer. Depuis son établissement, il y a 9 ans, notre banque a travaillé pour renforcer le lien intrinsèque entre l'infrastructure durable, l'action climatique, la préservation de la nature et maintenant la santé. Comme nous disons, notre banque promouvoit les économies et le développement social par les investissements dans l'infrastructure et d'autres secteurs productifs. Le soin de santé fait partie des autres secteurs de production et seulement une nation saine et productive. Alors, quand nous parlons de l'infrastructure de demain, ça veut dire que ce genre d'investissement dans l'infrastructure n'est pas ce que nous avons toujours fait les décennies passées. Ça doit être conçu, implémenté et maintenu dans une manière environnementale. Construit le voie, ça c'est l'infrastructure de demain. L'approche de notre banque pour l'infrastructure de la santé planétaire cherche à maximiser la santé et les bénéfices à travers tous les secteurs d'infrastructure. La plupart de nos projets sont cofinancés avec les partenaires multilatéraux, la Banque mondiale, l'ADB, IBRD et l'AFDB. Ils sont tous conçus pour adresser les défis interconnectés de la santé, le climat ainsi que la nature. En adoptant une approche synergique et aussi durable pour catalyser les secteurs privés et mobilisés pour réaliser le besoin urgent de la santé planétaire. Une réponse au mondial de la santé planétaire a le potentiel de débloquer des milliards dans les financements pour la santé et les énergies, les investisseurs privés et aussi les organisations philanthropiques. Mais ça, on ne parle pas seulement de l'investissement financier. Il faut un changement de paradigme de la manière dont nous considérons la santé de l'infrastructure et aussi la résilience climatique dans sa totalité. Et une approche de santé liant les humains, les animaux et la santé environnementale est fondamentale pour cette transformation. Considérons par exemple le déclin de la population des vautours en Inde qui doit diminuer les maladies. Ceci démontre comment protégeant la biodiversité dans le rôle de la santé publique pour restaurer la nature, en fait, c'est un investissement de santé. Nous devons considérer ceci comme notre priorité, le changement climatique, ainsi que la dégradation environnementale. De là sont clairement le danger actuel que nous devons adresser. La collaboration est essentielle. Il n'y a personne, bien sûr, qui peut gérer toutes ces choses seul. Notre banque travaille étroitement avec les gouvernements et les DB et les autres banques de développement, les secteurs privés, la société civile pour améliorer l'environnement propice pour la santé climatique ainsi que l'investissement de la nature. Notre politique basée sur le financement que nous avons introduit il n'y a pas très longtemps, c'est une manière de soutenir les membres et développer des politiques individuelles pour adresser bien sûr ce défi complexe. Alors, nous voulons travailler avec le gouvernement pour créer un environnement propice pour les investisseurs privés, pour qu'ils fassent leurs affaires sous un environnement propice. Et ça, c'est
ce que nous disons, notre coopération, c'est bien sûr de planter les décors pour l'investissement durable par les investisseurs privés. Enfin, nous ne devons pas oublier qui est beaucoup plus en risque. Les impacts climatiques de santé, il va pousser des millions vers la pauvreté, en dessous de la seuil de pauvreté, particulièrement dans la plupart des pays en voie de développement. Les femmes, les enfants, les vieux et les communautés marginalisées, ils font face à cette crise. Investir dans l'infrastructure inclusive, particulièrement dans le système de soins de santé et aussi les espaces verts, peut réduire la disparité de santé, renforcer la résilience et rassurer bien sûr que personne n'est négligé. La santé des humains, ce n'est pas seulement sauvegarder les vies, mais ça parle de renforcer les communautés, sauvegarder les bien-être et aussi c'est rassurer la prospérité durable pour les générations à venir. La santé pour nos enfants est crucial pour l'avenir de l'humanité. En investissant dans l'infrastructure pour la santé planétaire, nous pouvons briser le cycle de la dégradation environnementale et le déclin de santé en améliorant bien sûr une communauté mondiale qui bien sûr vit sur la force économique et la durabilité. Nous sommes ici en Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne. Et nous, ne soyez pas déroutés par le titre. Nous prenons soin des personnes ici. Nous aussi voulons prendre soin de la faune sauvage ici. C'est le seul continent qui peut partager ou se rassurer que les humains ne doivent pas nécessairement faire des choses de même. C'est le seul continent où nous pouvons nous rassurer que les vies des gens continueront à améliorer et aussi l'habitat naturel pour la faune sauvage et aussi d'autres des espèces pourront être protégées. Et ici, vous avez l'opportunité de partir de la santé planétaire et que la santé humaine sont liées et mutuellement peuvent se renforcer. C'est au fait une merveilleuse opportunité pour nous et j'espère que l'Afrique subsaharienne va être vraiment le modèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots inspirants et aussi votre effort d'apporter toujours de nouvelles perspectives de comment nous réfléchissons de l'infrastructure de demain. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter notre deuxième panéliste et aussi l'orateur de cette session, de champion mondial pour le climat, Rachel Leclerc, la représentante des Nations Unies. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est toujours difficile de parler après vous, particulièrement parce que votre passion pour ceci, nous l'avons bien sûr entendu dans chaque mot. Félicitations à cette équipe de ce que vous avez fait ici. J'ai deux casquettes en vous parlant aujourd'hui. Je suis représentante spéciale je suis aussi fan des Airbnb et je suis aussi dans le panel dans les années récentes. Et quand le nouveau gouvernement a commencé au mois de juillet l'année dernière, les secrétaires ils ont créé deux initiatives sur le climat et aussi ont nommé une représentante de la nature. Elle est maintenant à Rome en train, bien sûr, de gérer comment nous allons, bien sûr, financer la biodiversité. Alors, la raison d'avoir deux représentantes, je pense que le point de vue du secrétaire est que si nous mettons le climat et la nature au cœur de nos politiques étrangères, bien sûr, nous pouvons lier cette relation particulièrement avec le Sud global ou la majorité du Sud, particulièrement avec l'Afrique. Alors ce rapport, bien sûr, va au cœur de ce que cela veut dire et comment nous pouvons le faire, comment nous pouvons redresser, bien sûr, les avancées de l'humanité qui prend beaucoup plus d'espace planétaire les derniers 150 années.
Alors, j'aimerais dire joyeux anniversaire précoce à AIB parce que je crois qu'il est propice qu'une banque infrastructure qui a commencé en Asie, qui est maintenant mondiale, peut essayer de recadrer ce que ça veut dire le développement d'infrastructures à ce moment. Dans le monde de l'infrastructure, comme nous l'avons conçu précédemment, nous souffrons avec l'idée de la résilience et l'infrastructure. Alors, continuer la manière dont nous réfléchissons sur le développement d'infrastructures et réaliser maintenant que nous devons rendre cela résilient et continuer, bien sûr, avec les décennies des normes de performance, les lignes directrices, les sauvegardes, et de savoir comment nous rassurons bien sûr que l'infrastructure est développée aussi rapidement et nous devons maintenant le rendre beaucoup plus résilient pour des modèles qui sont un peu très extrêmes et aussi le besoin urgent des populations, des jeunes et pour bien sûr arriver à leurs besoins. Un travail remarquable, ressortir bien sûr des marchés émergents pour développer les économies qui continue et je pense qu'avec l'engagement de l'Inde derrière le sens de résilience et aussi le développement infrastructurel, ça c'est aussi très important et ça doit continuer, mais au même moment, ces changements de l'état d'esprit que nous pouvons lire dans ce rapport doit bien sûr venir dans la manière dont nous réfléchissons sur l'infrastructure. Et je crois que ça, c'est un défi de la manière dont nous faisons le développement. Récemment, j'étais aux États-Unis et ma famille vit encore là-bas, même si maintenant, moi, je vis à Londres. Et je suis allé au supermarché, mais la douzaine des œufs que j'achète, normalement, c'est 18 $. Quand j'étais aux États-Unis, pendant la fête de Noël, le Nouvel An, les œufs, c'était aux alentours de 6 à 7 $. C'est un peu trop cher. 18 $ pour une douzaine. 18 $ pour une douzaine à cause de la fièvre. Dans la manière dont c'est parce que nous ne gérons pas notre relation avec la nature. Parce que juste quelques années après la pandémie mondiale qui a été une certaine dislocation qui continue, on a commencé seulement à comprendre, particulièrement dans le profil de l'éducation pour les générations à venir, et quand il s'agit de la santé mentale. Et juste quelques années plus tard, quand nous essayons bien sûr de comprendre où est-ce que les États-Unis maintenant vont importer les œufs de la Turquie, nous devons maintenant faire face à une situation où nous avons commencé à ne plus financer à travers le monde du développement les infrastructures que nous avons mis en place pour la pandémie. Et je crois que nous avons encore un souci de développement. Et au moment où maintenant nous sommes en train d'expérimenter des coupures nécessaires dans le développement pour essayer bien sûr de faire nos besoins de défense, où nous devons chercher des manières pour mieux faire et faire beaucoup plus avec moins. Alors, comment est-ce que nous pouvons apporter cette conversation autour de ce genre de réflexion sur l'infrastructure dans un débat, pas seulement avec l'industrie existante, la plupart qui est représentée ici à Cape Town les derniers jours, et aussi dans le secteur privé, et aussi notre compréhension de savoir comment nous pouvons valoriser la nature, et c'est très important. Alors, j'ai peut-être noter 5 ou 6 choses de ce rapport. Premièrement, vous devez relire, vous devez tout lire, pas seulement le sommaire, parce que c'est une bonne lecture. Alors, ce que j'ai retenu, le focus les quelques années, c'est sur la transition des systèmes financiers et les systèmes énergétiques. Maintenant, nous devons nous rattraper la transition du système alimentaire. Et ces trois doivent bien sûr marcher ensemble si nous devons répondre aux défis intellectuels que AIB nous démontre dans ce rapport. Le deuxième est qu'il y a un défi fondamental dans la manière dont nous faisons le développement, pas seulement les NDB, mais aussi les financements de développement, les institutions et aussi les banques de développement national. Nous sommes regroupés ou
dans la manière nous faisons. Nous sommes fragmentés en termes de comment nous organisons les systèmes techniques et dans les finances. Et dans la plupart des sections ici, des plateformes de pays, nous sommes encore trop prospectives. Alors, ici qui est vrai, c'est un point important que le président a dit, que ça c'est le continent où, bien sûr, on n'a pas encore détruit la nature. C'est ici où nous avons la chance de célébrer le pouvoir de l'énergie renouvelable, le pouvoir des ressources des minéraux et aussi le pouvoir de la nature pour pérenniser la nature et dans la population. Les leçons, bien sûr, viendront de cette partie du monde et espérons bien sûr que les pays développés peuvent apprendre de la manière dont nous faisons les choses ici. Au Royaume-Uni, nous devons investir dans nos défenses au moment où notre croissance est autour de 1%, au moment où il y a le besoin de concurrence pour la croissance. Et nous savons aussi bien sûr que la nature peut aider de la santé mentale, mais cette nature est très loin de la plupart de nos jeunes. Alors c'est ici où nous devons chercher l'inspiration parce que ce n'est pas nécessairement un modèle classique de développement. Troisièmement, nous avons une confluence importante des partis de Rio ou des trios de conférences de 1992. Nous trouvons c'est facile à parler du climat et la convention biodiversité. Nous trouvons impossible de parler bien sûr de la nature dans les négociations de conventions climatiques. Nous devons trouver des solutions, par exemple à Belém au mois de novembre. Et bien sûr, le Brésil est ressorti avec des déclarations ambitieuses de savoir comment nous pouvions valoriser la nature. Et nous devons trouver des voies et moyens pour mobiliser notre richesse souveraine derrière les valeurs que nous recevons de la protection de la nature en bâtissant bien sûr les infrastructures qu'ont besoin les populations. Et hier à Rome, nous avons bien sûr fait des avancées, des compromis de comment est-ce que nous devons mobiliser les fonds pour la nature. Mais ce qui manquait est que le fait que ça, ce n'est pas nécessairement la chose à faire avec nos investissements à cause de comment ça protège la santé humaine. Nous parlons de la santé ici, la nature, l'infrastructure là-bas, la nature, la résilience de l'autre côté. Mais j'espère bien sûr que ce rapport peut nous aider à rassembler ces conversations. La quatrième chose que j'ai retenue, c'est la direction du MDB. Dans un monde où il y a peu de finances qui viennent pour les investissements de développement, l'efficacité des systèmes de MDB est quelque chose de fondamental. Je crois que pour bien sûr ces années de faible croissance de l'économie et le leadership international vient d'à travers les systèmes, mais ça ne ressort pas seulement des institutions. Mais comment nous soutenons les institutions pour avoir l'espace politique à expérimenter? C'est important. Et ce que je retiens en tant que partie prenante ou partenaire dans ce système est que nous devons permettre au système des MDB à expérimenter. Et quand vous expérimentez, vous savez, les choses, ça marche. Nous devons créer l'espace politique pour cela. Nous étions le premier pays G7 de rejoindre et nous sommes très fiers de cela et nous espérons que nous pouvons trouver des voies et moyens pour soutenir ARB, pour mettre en œuvre, bien sûr, tout ce qui est mis dans ce rapport. Le cinquième point que j'aimerais, bien sûr, mentionner ici, ce rapport serait aussi important pour nous parce que nous sommes en train de voir l'armement de net zéro dans les années passées qui vient des différents points dans le spectrum politique mondialement parlant. Il y a des raisons pour lesquelles net zéro a été armé, c'est à cause de la nature des systèmes qui protègent ceux-là qui vivent bien pour le moment. Et nous savons ici que quand nous parlons de la santé de nos enfants, quand nous parlons de l'accès à l'air propre, quand nous parlons de l'accès à l'eau potable, quand nous parlons bien sûr de la sécurité qui vient des enfants et aussi l'éducation, de la santé, le système de santé, en fait c'est ce que les gens veulent. On ne peut pas utiliser ça comme une arme. Nous avons perdu le contrôle de la narrative. Donc, ce que cela veut dire d'avoir les crises climatiques et arrêter la guerre dans la nature. Et la dernière chose que j'aimerais dire, quand j'ai lu le rapport,
Quand j'écoutais aussi le président, ça parlait de l'ironie de ceux-là qui sont les plus vulnérables. Ils vivent dans des parties du monde où la nature est plus riche. Les systèmes économiques ont échoué de leur permettre de bénéficier de la prospérité qui vient du fait de vivre très proche de la nature. Dans mon pays, ceux-là qui sont les plus vulnérables, ils ont moins d'accès à la nature. Et je pense que nous devons réfléchir dans un temps de crise, dans les temps, bien sûr, de tumulte économique et l'instabilité politique. Est-ce que nous pouvons, bien sûr, nous rapprocher à la nature pour essayer de trouver des voies? Nous sommes, bien sûr, très contents de faire des partenaires pour trouver un parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel, pour ces mots inspirants. Je vais essayer, bien sûr, d'aller derrière le président. J'ai même le Rachel maintenant. Mais maintenant, je vais essayer d'utiliser un tout petit peu de temps pour parler des résultats de ce rapport, ensemble avec ma collègue Jim Ping, et essayer bien sûr de vous parcourir ce que le rapport a apporté des lumières et aussi les détails sur les aspects de pourquoi est-ce que ceci est une question importante à ce moment. Nous avons mentionné avant et les orateurs précédents ont parlé de l'accélération de l'effet des changements climatiques et la dégradation de la nature vis-à-vis de la santé humaine. Nous savons bien sûr que ça affecte tous nos organes. Ça amène à des maladies respiratoires, à des maladies des cœurs, des maladies, différentes maladies, et ainsi de suite. Et la chose intéressante est que quand vous pensez à la santé et quand vous pensez à sauvegarder la santé, vous pensez au système de santé, accès aux médicaments, aux hôpitaux, qui est l'aspect beaucoup critique pour sauvegarder la santé. Mais seulement 10% de sauvegarde de notre santé est à cause de l'accès aux médicaments et aux centres de santé. Et le reste est à faire, avoir accès à l'eau potable, accès à l'air propre, à l'éducation et ainsi de suite. Alors, il est important, bien sûr, de réfléchir sur la santé au-delà, bien sûr, du secteur de la santé et comment nous pouvons améliorer tout cela. Je crois que beaucoup des personnes ont dit qui sont les personnes les plus affectées dans cette situation, dans cette crise. Et nous savons bien sûr que les personnes qui sont dans la pauvreté, les groupes vulnérables, surtout les enfants, les femmes et les vieux, sont beaucoup plus affectés, que ce soit le stress des chaleurs ou les inondations ou bien sûr des maladies ici et là. Et il est important de bâtir un système de santé résilient et il est aussi important de penser bien sûr aux infrastructures critiques qui soutiennent la santé. Alors, EAMI, c'est une banque d'infrastructures et nous opérons aussi dans l'espace de l'infrastructure sociale, dans la santé, l'éducation et aussi d'autres secteurs productifs. Alors, il est important de réaliser que ces différents secteurs, que ce soit l'énergie, le transport, l'eau, où les sanitaires a un potentiel énorme pour la santé humaine. Et il est important que quand nous bâtissons les infrastructures, nous voyons par exemple dans les décennies où l'importance bien sûr de bien les faire dès le début. Et nous avons parlé bien sûr dans ce continent où les infrastructures critiques n'existent pas pour le moment. Et comment alors nous devons réussir dès le début, c'est ce que nous avons partagé dans ce rapport. Dans ce rapport, il y a c'est la continuation des deux rapports précédents que la banque a produits sur la transition et aussi le dernier parlant de l'infrastructure. Alors maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Jean Ping pour vous parcourir quelques résultats de ce rapport. Merci, Président, merci, ambassadeur et aussi chef de l'économie, Eric Evron. Rapidement, je vais vous parcourir les résultats de ce rapport. Alors, j'ai vu le rapport plusieurs fois, et au moins 100 fois. J'ai fait beaucoup de régressions, mais cette charte reste la charte la plus importante et je vais bien sûr en parler en détail un peu plus tard. Alors, si vous voyez la pollution et la mortalité qui est mesurée par
le Y. Les bleus, c'est les pays à revenus un peu élevés et les rouges, c'est les pays à revenus faibles. Considérez la pollution de l'air. Virtuellement, il n'y a pas nécessairement d'impact sur le résultat de mortalité de ce pays. Mais pour le même niveau de pollution, vous voyez que la mortalité augmente des économies en voie de développement. Ça prend beaucoup de temps, mais dans les économies ou revenus, ils ont la pollution, ils ont bien sûr les climatisations, la purification de l'air, les systèmes de l'air où l'air est aussi pur. Mais ce n'est pas la même chose quand vous êtes en dehors en train de respirer l'air pollué dans une maison, dans des espaces ou même dans les transports publics. En Inde, à cause de la pollution de l'air, le gouvernement aussi a imposé des mesures de contrôle économique dans la région de New Delhi. Et cela nous a donné un truc de politique où nous avons des différences d'évaluation et comparer les résultats contre les autres villes de l'Inde. C'était une expérience que nous avons fait dans ce rapport. Et devinez quoi, il y a des améliorations à Delhi quand ces contrôles sont imposés pour réduire la pollution de l'air. Alors je vais vous donner un chiffre, aux alentours de 6 000 mortalités d'enfants. 6 000 enfants ont été sauvés à cause de ces mesures de contrôle. Et aussi le taux de la naissance a augmenté. Et les contrôles économiques, ces mesures, ça coûte trop cher pour les personnes, les populations et l'emploi. Fondamentalement, l'améliorement, ça améliore la qualité de l'air opposé, bien sûr, à ce genre de mesures économiques de contrôle. J'ai vécu en Chine pendant 10 ans et j'ai vu l'amélioration dans la qualité de l'air. Mais le parcours n'a toujours pas été facile, mais il y a une amélioration. Quand la Chine a commencé, bien sûr, dans les mines de charbon, la pollution a diminué, mais à cause maintenant du besoin de générer l'énergie, et la pollution est partie d'une place à une autre. Et ça, c'était dans les années initiales. Mais avec les investissements pour les renouvelables et aussi la connectivité d'interprovinces et beaucoup plus les incentives de politique pour encourager les leaders de province pour échanger l'électricité, ça a amélioré la situation et nous pouvons voir des gains. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a toujours la pollution, mais je crois que c'est mieux que ce que nous voyions il y a 10 ans. Et je crois que ça, c'est l'importance des mesures de politique ainsi que l'infrastructure. Laissez-moi maintenant parler de l'eau. Il est très clair que la plupart des orateurs ici, que l'eau va devenir un problème à cause de l'inondation. Il est clair, utilisons l'oxygène. Vous pouvez passer la qualité de l'eau, vous pouvez trouver la qualité de l'eau, et les deux, vous pouvez voir, ce sont des pays à haut revenu. Pas nécessairement tous les pays ont des systèmes d'eau. Il y en a qui ont des systèmes pollués d'eau. Mais même si les rivières sont polluées, l'eau à la maison est gérée. Et donc ça veut dire qu'il y a une insulation d'une transmission directe de l'eau polluée à la santé, mais pas nécessairement pour les pays en voie de développement. La plupart d'eux, c'est rural. Ils ont des secteurs d'agriculture qui sont exposés à la pollution d'eau à tout moment. Nous avons des études qui démontrent bien sûr qu'après l'inondation, les incidents de la malaria, le paludisme augmentent. Une semaine avant la journée internationale de la femme à Gémérélie, ici, comment ces maladies affectent les femmes à cause, bien sûr, de la nature de leur travail, de leur travail à la maison. Ils doivent, bien sûr, avoir de l'eau et ils sont aussi exposés à l'eau. Alors, laissez-moi parler de la nature. Et ici, vous pouvez voir que quand la nature se dégrade, le plus grand impact tombe sur les économies en voie de développement. Le président ici a parlé de instances des vautours. Les scientifiques savaient déjà que les vautours mouraient il y a 20 ans, en 2024. En 2004, on en parlait déjà, mais c'est seulement récemment que les économies ont fait ce lien de la disparition des vautours et aux résultats qui ont été portés. Et ils ont documenté l'effet de cette mortalité, 1000 morts en Inde par an. Alors,
pourquoi est-ce que c'est votre meurt? Je ne sais pas si vous savez, c'était accidentel, l'antibiotique dans la chaîne d'alimentation dans le monde. Et ça démontre que quand vous avez l'interaction avec la nature, vous devez faire très attention, vous devez prendre soin. Vous ne devez pas permettre les activités humaines, l'agriculture, à interférer avec la nature parce que ça cause beaucoup de dommages. Et encore une fois de plus, j'aimerais stresser que 3 régions majeures sont importantes pour la nature. Je parle de Mounion, de Sumatra et la Papouasie, l'Amazone, et aussi fondamentalement l'Afrique. Le président a mentionné, alors s'il est important que ARB connecte avec vous tous dans ces régions, parce que ces 3 régions sont importantes pour la santé planétaire. Alors, laissez-moi rapidement parler sur l'inégalité et ses effets avant, bien sûr, que je donne la parole à N2. Alors, l'inégalité va apporter une différence au résultat de la santé, un peu plus pour les pays riches et beaucoup plus pour les pays en voie de développement. Laissez-moi expliquer. Pensez à la chaleur. C'est très inéquilibré. Ça a une grande différence que vous vivez dans un environnement climatisé ou vous vivez dans les habitats informels avec le toit sur vous. Alors, comment les économies on documente? Quand vous avez accès à l'électricité, la mortalité qui se passe dans la chaleur est beaucoup plus moins. Quand vous êtes dans des espaces verts, et ça diminue. Quand vous vivez à côté des hôpitaux, vous avez la mortalité des chaleurs qui sont faibles. Alors, je ne suggère pas que tout le monde, bien sûr, doit allumer leur climatiseur, mais je crois que à court terme, nous savons qu'il est important qu'il y ait des infrastructures, durables pour vous protéger, bien sûr, des effets des personnes les plus vulnérables. Il y a beaucoup d'éléments et merci beaucoup à tous les économistes au siège. Je suis content d'entendre vos points de vue et je vais passer la parole à Vera de pouvoir conclure. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Tepi. Et je pense que ça vous a donné un peu donc la perspective, un peu les éléments déclenchants. Et je vais essayer un peu de conclure. Quelles sont les conclusions et comment donc les conclusions de ces rapports? Alors, nous avons découvert 3 domaines importants pour donc l'évaluation. Donc, nous avons terminé notre première stratégie pour la banque en décembre et nous sommes très contents de dire que tous ces aspects sur le climat, la nature ont été incorporés dans notre stratégie. Nous avons déjà 5 milliards de dollars dans notre portefeuille pour faire avancer ces projets. Mais le système de santé, donc c'est un grand pollueur, donc ça compte beaucoup, donc ça contribue beaucoup à l'émission de gaz à effet de serre. Et il est important de faire que ce système puisse être vert et résilient et beaucoup plus inclusif pour que les gens qui ont moins d'accès aux services de santé ont l'accès aux services de santé pendant que nous sommes en train d'investir dans ces services importants. Nous avons un certain nombre de projets qui soulignent de telles approches, tels que les grands projets que nous avons en Indonésie avec la Banque de l'Indonésie. La deuxième partie, c'est considéré au-delà du secteur de santé. Alors ici, nous, cette approche de l'infrastructure, la santé, et ici c'est parler aux différents secteurs, que ce soit les transports. Nous ne voulons pas seulement atténuer la mortalité excessive mais sur les routes, mais nous voulons que ces routes puissent faciliter meilleur accès pour les communautés et puissent incorporer des solutions vertes pour faire face au changement climatique et aussi incorporer des solutions pour maintenir et conserver la nature. Le troisième,
c'est considérer des solutions à base de la nature. C'est pour optimiser la manière dans laquelle nous sommes en train d'investir dans la nature. Et voilà ce que nous avons fait l'année passée. Mais la chose la plus importante, intéressante, nous savons les services écosystèmes, il y a des connaissances croissantes dans cet espace et nous devons investir dans la nature pour sauvegarder notre santé humaine. Et je vais terminer pour donner au panel sur nos recommandations majeures. D'abord, adopter une approche de la santé planétaire. En deuxième lieu, investir dans la nature comme infrastructure, élargir l'accès des systèmes de santé inclusifs et renforcer la collaboration mondiale. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pas seulement comme les BDP, mais nous avons tous un rôle critique important à jouer. Et enfin, et aussi réduire l'écart financier des financements. Nous savons qu'il y a des grands écarts quand il s'agit de la relation entre le changement climatique et la nature. Avoir une approche holistique, nous pouvons être à mesure de mobiliser beaucoup de ressources dans le secteur de manière holistique. Je vais m'arrêter par là parce que j'aimerais nous donner donc le temps plutôt à notre panel pour discuter sur les conclusions de notre rapport. Alors nous voulons épargner bien sûr 10 minutes pour les questions et réponses. Et donc je vais accueillir notre modérateur qui est le directeur mondial de l'Institut mondial sur la politique climatique, et vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir ici. Donc, une meilleure façon de commencer avec l'allocution principale. C'est très remarquable d'écouter tout le travail qui a été fait. Et donc, la santé planétaire est une condition. Ça, ce n'est pas une science-fiction comme le président l'a dit. Nous devons réévaluer nos priorités. Nous devons nous focaliser sur les opportunités de débloquer les financements à l'échelle. Ce n'est pas seulement les financements, mais aussi les changements de mentalité, le paradigme. Dans ces contextes, la collaboration est importante. Aujourd'hui, nous avons un ensemble d'experts, de panélistes qui ont exploré cette intersection entre le climat, la santé et le financement. Et ce qui est important, quelles sont les actions qu'il faut prendre pour faire accélérer les financements sur terrain, à telle enseigne que nous sommes en train de bâtir un avenir beaucoup plus résilient, plus durable. Merci beaucoup. Vous nous avez donné 5 façons de pouvoir réfléchir et je pense que nous allons entrer en profondeur sur ça. Je vais aussi réitérer, donc ça c'est un rapport très félicitations pour l'équipe. Je suis l'une qui a lu donc le résumé après avoir entendu toute la présentation. Et maintenant, je sais que le message qu'il faut reprendre, je vais lire les rapports, je vous promets, et je vais faire que mon équipe aussi puisse lire tous les rapports. Nous serons en mesure que nous allons distribuer la visibilité de ces travaux importants. Et je vais maintenant appeler le panéliste au podium. Nous avons Marianetto, qui est directrice exécutive de l'Institut Climat Chatedat. Donc, nous avons Olivier Reis, le directeur exécutif de communication partenariat au comité international de la Croix-Rouge. Nous avons Kim, qui est le vice-président ad intérim et directeur général des solutions de financement à AIB. Et aussi, pas le moindre, nous avons Eric Beckloff, il est l'économiste en chef de AIB, meilleur partenaire. Et donc, je vais vous rejoindre donc, à la table. C'est une bonne chose. Maintenant, ça marche. Et je pense que nous avons beaucoup d'inspiration. Donc, la présentation du rapport et les discours principaux
Donc le Brésil a été beaucoup plus actif dans cet espace de l'infrastructure de la nature, essayer aussi d'expérimenter ces instruments dans cet espace et aussi l'obligation verte. J'aimerais vous écouter un peu. Que pensez-vous du rôle de ce type d'instruments et comment aussi on peut ramener bien sûr cette relation entre le climat, la nature et l'infrastructure. Donc, merci beaucoup. Avant toute chose, merci beaucoup pour AIIB. C'était un rapport très intéressant. Il y a 2 ans, j'avais écouté le rapport sur l'infrastructure à base de nature. C'est très intéressant de voir comment vous êtes en train de considérer l'infrastructure de cette manière. Et merci beaucoup de l'initiative. Et je suis là pour faire les commentaires. Il y a quelques éléments que j'ai ramassés dans la conversation que nous venons d'avoir, qui sont aussi importants, et aussi dans mon rôle en tant que philanthropiste, et aussi la question de l'inclusion, des différents impacts dépendant du niveau de la richesse des différentes personnes. Si vous prenez la situation au Brésil, nous avons par exemple des cycles de chaleur croissante, et ça impacte la vie de pauvres. Alors, il y a une question, alors, comment réfléchir, et je prends un peu ce que Rachel parlait, nous parlons toujours de l'infrastructure résiliente, c'est comme si nous évidons, l'infrastructure elle-même doit être résilience. Qu'en est-il de la planification pour que l'infrastructure puisse être partie de la solution? Ici, ce n'est pas juste penser comment l'infrastructure doit être résiliente. J'ai participé dans la coalition de l'infrastructure de catastrophes résilientes, et il y a un bon travail qui est fait. Il y a un rapport sur les financements et la résilience. Cette semaine, j'ai participé dans une conversation avec eux. Il y a des discussions pour voir comment est-ce que nous devons considérer que l'infrastructure puisse être résiliente. Mais ici, nous parlons, c'est comment planifier l'infrastructure pour que l'infrastructure soit seulement résiliente, soit aussi du point de vue de l'impact sur l'environnement, mais c'est aussi comment l'infrastructure elle-même devient une partie des solutions. Quand nous parlons des vagues de chaleur, ce n'est pas seulement la manière dont nous planifions les maisons dans le quartier de pauvres, mais comment ces maisons où il y a des solutions de la nature pour améliorer les gens, la vie des gens, et comment planifions-nous cela pour que ça puisse faire partie de la planification locale. Qu'en est-il de la réduction du coût de ma propre santé? Alors, cette approche d'intégration, c'est ce qui constitue les éléments importants que cette conversation nous amène. Quand nous parlons un peu de solutions financières, ça, c'est aussi une approche intéressante quand nous commençons à considérer l'infrastructure de manière positive, pas seulement considérer de l'impact, mais ce que nous devons aussi faire, la résilience et les coûts avantages. Comment faire que l'infrastructure puisse être résiliente, et comment aussi pour des solutions qui peuvent être ajoutées à la planification. Le message clé ici, si nous pouvons considérer cette analyse, bien sûr, des avantages, étudier considérer les nouvelles manières de planifier une zone urbaine avec le logement social, pas seulement est-ce qu'il y a les avantages sociaux plutôt pour les gens qui bénéficient de ces maisons, mais nous pouvons aussi réduire les coûts pour le gouvernement. Et quand nous parlons des instruments financiers, peut-être qu'il y a des incitations qui peuvent être utilisées. Alors mettre ces indicateurs de performance clés, par exemple, parce que nous sommes ici en tant que le rôle de banque publique pour financer considérer ces projets, considérant et on doit avoir le banque de développement. Il peut y avoir aussi des coûts et
ces stratégies. Et donc, j'aimerais donc féliciter donc la provocation et la manière d'y penser. Nous devons, ce que Rachel parle de la résilience, nous devons penser sur des solutions sur la santé. Bien sûr, les défis pour considérer tout ça comme un problème de système et comment en améliorant quelque chose, ça puisse aussi bénéficier autres sans pour autant considérer tout comme étant un coût, mais aussi coût et avantage. Merci beaucoup, Maria. Ce sont des points très importants. Cela est lié à beaucoup de conversations donc entre les banques publiques de développement, pas seulement réfléchir de quantité de financement dans un secteur spécifique, mais aussi l'impact et aussi la qualité. Alors c'est un peu réfléchir du point de vue holistique et cherchant à intégrer l'impact de l'infrastructure sur la santé et de la communauté. Olivier, je reviens à vous maintenant. Vous avez bien sûr beaucoup d'expérience dans les affaires mondiales, les ripostes humanitaires. J'aimerais comprendre comment la manière dont la communauté internationale peut aligner, par exemple, les ripostes humanitaires par rapport aux infrastructures pour se rassurer que cela puisse être garantir un avenir durable, particulièrement les zones qui sont affectées par des crises. Merci beaucoup pour cette conversation fascinante et c'est un rapport très important qui résonne avec les expériences de nos collègues. Comme vous le savez, le comité international de la Croix-Rouge est représenté dans une centaine de pays dans le monde. Alors, nous avons à peu près plus de 100 acteurs dans le monde. Ça, c'est 3 fois qu'il y a 3 décennies. Alors, nous essayons un peu de comprendre quelques causes sur certaines des questions qui sont vraiment les crises qui sont interconnectés. Alors, nous partageons vraiment les recommandations du rapport où nous devons réfléchir sur l'investissement en infrastructure dans ce contexte. Pourquoi? Parce qu'il y a un double paradoxe. D'abord, un paradoxe jumelé. Je pense que celui-ci est déjà démontré. Les communautés les plus pauvres sont les plus exposées aux risques de santé climatique, mais elles ont le moins de capacité pour pouvoir faire face à ces conséquences. Et ça, c'est une vérité, particulièrement en temps de conflit, que vous considérez l'Afghanistan, une partie du Sahel et la Corne de l'Afrique. Mais la bonne nouvelle est qu'il est possible de dérisquer les investissements en infrastructure, même dans ces contextes très fragiles. Nous sommes au-delà de la preuve du concept en partenariat que nous avons avec le Banque, bien sûr, de financement pour le développement. Nous devons, bien sûr, mettre à l'échelle avec d'autres partenaires et je suis content de donner quelques exemples pour démontrer ce qui était fait à Goma, par exemple, et ailleurs. Mais le deuxième paradoxe est celui-ci. J'ai écouté les 2 derniers jours comment mobiliser des milliards et des 1000 milliards pour réduire l'écart en infrastructure. Ça, c'est une conversation importante, mais nous ne faisons pas ce qu'il faut pour protéger cette infrastructure des chocs, que ce soit les événements climatiques ou aussi des conflits armés. Alors, qu'est-ce qui demande à ce que nous puissions réduire l'écart en financement, les hôpitaux, si les systèmes d'électricité qui sont en train de pouvoir sont les cibles des guerres que vous considérez Khartoum, Raqqa aujourd'hui. Nous comprenons que le monde ne peut pas n'est pas à mesure de pouvoir. La Banque mondiale a estimé à Gaza, par exemple, le coût de la restriction, c'est au-delà de 50 milliards de dollars américains. Et notre analyse, l'infrastructure le moins coûteux, c'est l'infrastructure qui existe aujourd'hui et qui est au risque de la destruction et pour cette cause même s'écrouler à cause des conflits ou des sanctions. Alors ça, c'est une deuxième partie de la bonne nouvelle. Alors il y a des règles contraignantes qui ne protègent pas seulement les infrastructures critiques, mais la nature, même en temps de conflit. Alors ça, ce ne sont pas des conventions, mais il s'est fait qu'il y a un ensemble de règles qui sont acceptées, que tout le monde s'accorde. Nous avons, par exemple, plus de 100
pays partis à la convention. Donc c'est pourquoi la coalition, donc y compris l'Afrique du Sud, Chine, France et Brésil, ont lancé récemment une initiative de haut niveau qui a un travail pour l'infrastructure. Et notre message, c'est de commencer donc le Banque de développement et le ministre donc peut pour réduire sur les infrastructures critiques civiles. C'est un investissement et aussi des avantages sur la nature et aussi des résultats. Et aussi, étant donné l'espace très contraint, les organisations humanitaires ne peuvent pas faire pour envoyer les générateurs, par exemple, ayant des émissions CO2, mais au même moment, les banques publiques de développement ne peuvent pas s'accorder cette pression, par exemple, de capital chaque fois quand un conflit surgit dans une zone. Merci beaucoup, c'est une bonne chose. Il est important, il a été mentionné, même dans l'allocution principale, peut-être que nous puissions répliquer, mettre ça à l'échelle et aussi faire appliquer la réglementation contraignante qui existe. Peut-être nous rassurer qu'il y a la mise à l'échelle et nous serons contents d'écouter les exemples que vous avez mentionnés de ces investissements. Je reviens maintenant à vous. Donc des AIB, donc vous êtes en avant dans cet espace. Nous voulons bien comprendre comment la banque est en train de planifier sur toutes ces recommandations de la santé planétaire. Merci beaucoup pour la question. Je vais parler du point de vue des opérations de l'investissement. Pour moi, la santé planétaire, veut dire la même chose tel que l'investissement durable. Mais ici, ça demande un peu de perspective. Ça veut dire qu'il y a une mutation de l'approche isolée ou de réponse en silo vers vers des ripostes un peu sectorielles, c'est-à-dire nous avons appliqué cette approche pendant la COVID-19, donc on connaissait, de toute façon, nous avons ce concept qu'on appelle une seule santé. Mais avant COVID-19, nous avons parlé de ça. Et donc, cette sensibilisation, comment est-ce que nous pouvons mettre ça? Il y a beaucoup de points positifs. Hier, il y avait la discussion de G20. L'un des points à l'ordre du jour était la discussion sur la santé, de la santé mondiale. Beaucoup de pays représentants qui étaient réunis et qui étaient en train de discuter pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. L'OMS était là aussi. Et c'était très encourageant aussi pour moi. Enfin, le ministère des Finances et le ministère de Santé étaient en train d'échanger. Alors pour moi, ça c'était quelque chose positif. Et la santé planétaire, c'est multisectoriel. Alors pour moi, et comment inclure la santé planétaire dans la conception de nos projets. On a parlé beaucoup de solutions. Mais moi, je vais travailler ici comme spécialiste dans l'infrastructure pendant 30 ans. Mais moi, je ne crois pas dans ça, en ce qui concerne comment le faire. Mais je crois que cela peut être fait à cause de mes échecs. L'année passée, j'ai visité l'Inde. L'un des grands ports, c'est l'installation de port que j'avais visité il y a 7 ans, un port de 7 milliards de dollars.
et le projet devait être abandonné à cause de l'impact environnemental et social. Et alors j'ai visité cette fois-ci le port, mais entre-temps, le gouvernement, sans que je le sache, le gouvernement avait donc reconçu le projet. Alors cela était devenu comme un projet qui est basé sur la nature. Il y avait beaucoup de terres humides ainsi de suite. Et donc le projet a été revivé avec une incitation gouvernementale. Alors je me suis rendu compte que les choses peuvent être faites de cette manière. Peut-être que nous devons aussi apprendre et travailler avec Eric pour voir comment nous pouvons le faire. Et pour le moment, je travaille aussi sur un projet d'eau dans un des pays et je suis en train d'apprendre moi-même, même les infrastructures donc grises, par exemple, la diversion de canaux, ça peut être intégré dans les concepts de l'écosystème. Ça peut être considéré comme étant des solutions à base de nature. Alors moi je pense que ce rapport est une bonne chose. Mes collègues et mon patron, c'est une opportunité de changer notre perspective et de considérer la même chose mais différemment. Nous devons le faire donc aussi parce que donc la structure des prix n'a pas changé. Ce qui n'était plus économiquement viable est maintenant viable. Donc merci beaucoup. C'est un processus d'apprentissage comme vous le dites. Alors tous les concepts, la concept d'une seule santé, mais la manière de mettre ça en application, c'est pour voir comment apprendre donc auprès d'Eric ce qui est donc un cas économique, apprendre de ceux qui sont en train de le faire, cela devient plus clair, donc des opportunités. Ce qui me ramène à vous, Eric, vous êtes là et enseigne-nous quand nous sommes en train d'intégrer la santé et la nature dans le développement de l'infrastructure. Donc je suis en fait ici pour apprendre bien sûr cette scène des fixes et G20. J'aimerais juste applaudir donc toute notre équipe. Ils sont en train de suivre en ligne de Beijing et merci beaucoup aussi depuis d'avoir été en avant de cet effort. Nous étions bien sûr prêts pour lancer ces rapports ici. C'est dans le contexte des différentes institutions financières, les BMD, les BPD, ainsi que les institutions financières privées. Nous sommes dit pour faire que les choses se passent, mais aussi toutes ces organisations de la société civile que nous avons appris, qui nous permet aussi de produire ces produits. Mais j'aimerais insister que ça, ce n'est pas juste un autre produit de recherche. Donc, en tant qu'universitaire, ça c'est différent. Ce n'est pas, ça c'est un produit qui est, comme Hum l'a dit, qui est le produit dans l'organisation, comme tout le monde, comme le Nadim. Nous sommes trop proches des opérations et suivre ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est c'est la séquence des rapports de manière interactive où nous avons appris en tant que banque, où nous avons appris les politiques, aussi les défis que les pays en voie de développement ont avec des capacités étatiques limitées, comment accroître ça. Nous avons aussi les rapports sur la nature d'infrastructures, mais aussi ces rapports aussi en ce qui concerne l'infrastructure pour la santé planétaire. Alors ces rapports évoluent bien sûr avec le processus d'élaborer la stratégie de santé. Alors nous apprenons nous en tant qu'institution comment nous pouvons avoir l'impact dans les secteurs de la santé. C'est aussi comment nous avons des projets, mais nous pouvons aussi faire le projet pour le climat, bien sûr. Et nous savons l'impact
de nos projets sur les renouvelables dépendent aussi de l'environnement. Avoir donc des outils additionnels, mais cela nous permet aussi de pouvoir avoir cette perspective de la santé planétaire dans la conversation que nous venons d'avoir avec le Brésil et la Banque de Bangladesh, donc des financements climatiques. Nous voulons intégrer cette santé planétaire, encourager les conversations entre le ministère de Santé, le ministère de Santé, entre le ministère des Finances et le ministère en charge des forêts au Brésil pour pouvoir intégrer la nature et la santé dans les politiques sur les changements climatiques. Bien sûr, l'infrastructure, c'est la voie. L'infrastructure, c'est quelque chose que nous faisons et qui va durer souvent pendant plusieurs décennies. Bien sûr, ça importe que nous puissions bien réussir en intégrant ces éléments et réfléchir l'infrastructure comme étant la manière de pouvoir résoudre les défis mondiaux. Et donc, ne pas considérer l'infrastructure du bas, mais comment nous pouvons résoudre la pollution, restaurer notre nature, donc utiliser l'infrastructure pour ça. Alors, nous pouvons investir dans les secteurs de la santé, faire que donc cela puisse devenir donc résilient. Donc, nous pouvons intégrer bien sûr les différents domaines d'infrastructure dans lesquels nous sommes en train d'investir, l'eau, l'énergie, les transports. Et donc, dans le numérique, nous pouvons investir dans la nature. Et ici, voilà, comme nous avons parlé, comment les pauvres ne peuvent pas se protéger pendant que les riches peuvent se protéger contre cet impact sur la nature. C'est la raison pour laquelle il est important, si nous ne sommes pas en train d'investir, nous sommes là où il y a l'impact des solutions collectives. Alors où les gens ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Mon dernier point, c'est que nous parlons comment est-ce que nous pouvons utiliser le climat et la nature pour mobiliser les ressources pour la santé humaine. Mais ce que je pense qui peut être même plus important, c'est en insistant sur l'impact de la santé où nous pouvons mobiliser les ressources pour l'action de lutter contre le climat et aussi, bien sûr, résoudre les problèmes de la dégradation de la nature. Ce sont là des éléments très importants. Nous savons que la pollution de l'air est l'un des facteurs importants de l'action climatique. Alors nous devons utiliser ça. Merci. Et merci beaucoup, Eric, de nous avoir enseigné. Comme vous l'avez dit, ça c'est un rapport concret et des recommandations concrètes qui sont basées sur les actions, sur base de vos expériences, et aussi le fait que vous voulez qu'on puisse avoir cette collaboration entre les différents acteurs. Vous, en tant que BMD, vous pouvez aider à coordonner cette conversation entre les ministères, la même chose que Maria l'a dit, les co-avantages et comment est-ce que nous pouvons mobiliser les ressources pour le climat et la nature. Maria, je reviens maintenant à vous. Je suis sûr que la mobilisation des ressources financières, c'est très important en intégrant l'infrastructure, la nature, mais le financement est très important. Nous entendons ici la perception des hauts risques dans ces domaines de l'investissement. Alors j'aimerais vous écouter si vous avez des idées, ce qui doit se passer pour réduire cette perception des risques. Et peut-être vous avez quelques expériences de l'Amérique latine que vous pouvez partager avec nous. La question est que comment est-ce que nous avons commencé à avoir un peu d'éclaircissement? Qu'est-ce que le risque veut dire? Cela veut dire que nous devons avoir des outils et des moyens pour prendre des décisions. Parfois, la difficulté, quand nous parlons des risques de manière un peu générique, les investisseurs ou les décideurs politiques parfois ne comprennent pas ça bien. Il y a du travail à faire en termes d'avoir des outils qui nous permettent de comprendre les types de risques environnementaux qui ont des liens au niveau local. Quels sont les outils qui peuvent nous aider
à faire ce que nous faisons, cette analyse coût-avantage, et aussi avoir cette approche de la planification intégrée. Si nous avons ces outils au niveau des projets, au niveau des actifs, qu'est-ce que cela veut dire au niveau local? Cela peut nous aider beaucoup aussi à définir quel genre de mécanismes financiers ou des interventions que nous devons faire. C'est la chose que nous étions en train de discuter. Je m'excuse de mentionner ici des rails, parce que nous étions en train de discuter ça, nous étions en train de réfléchir sur ça. Peut-être nous avons différentes couches de prise de décision. Il y a la prise de décision au niveau fiscal, comment nos gouvernements sont en train de planifier leurs infrastructures, réfléchissant sur ces idées. Ce n'est pas seulement de l'infrastructure, donc des solutions intégrées. Et comment est-ce que la planification physique et fiscale est en train de se faire au niveau le plus élevé, mais au niveau local, les décisions que vous devez prendre si vous voulez décider de faire un projet dans une localisation particulière, et comment cela est lié. Donc, alors nous avons parlé donc des vagues de chaleur, nous avons parlé de la nature. Je considère au Brésil, en Amérique latine, beaucoup de populations qui étaient affectées par donc des feux et de sécheresse. C'était des pauvres, donc des populations donc dans la zone d'Amazon. Les effets sont néfastes parce qu'il y a l'impact de l'écosystème, mais ce n'est pas seulement le temps de sécheresse, même le poisson, les rivières, tout l'environnement où les gens tirent leurs moyens de subsistance ont changé. Alors cela demande à ce que nous puissions réfléchir sur les moyens d'adaptation. Peut-être qu'on doit chercher à avoir peut-être l'accès accès à l'eau et à l'assainissement dans l'Amazone. Donc pour les populations qui vivent aujourd'hui dans l'Amazone. Alors cette réflexion de l'infrastructure, mais aussi quel est l'impact donc de ceci sur la santé. Alors nous avons eu la catastrophe l'année passée à ce phénomène où les gens étaient en train de mourir de faim, mais c'est au Brésil. Alors, ceci demande de bien réfléchir de manière systématique. Comme vous l'avez dit, nous devons aussi être pragmatiques, avoir des outils et des éléments qui nous aident à pouvoir prendre la décision. Et merci beaucoup, Maria. Ça sont des points très concrets de ce qui doit se passer. De la même manière, Olivier, je reviens maintenant à vous. Vous avez bien sûr beaucoup d'expérience dans les domaines où vous travaillez le besoin de l'infrastructure, de la résilience de l'infrastructure. J'aimerais vous écouter venant du point de vue de partenariat, peut-être quelque chose que vous pouvez partager qui peut nous permettre aussi à pouvoir mettre ça à l'échelle ou répliquer dans d'autres contextes. Nous appelons ça donc les financements humanitaires planétaires, mais donc à peu près 2 millions de pauvreté, à peu près 600 000 de déplacés internes. Il y a un mois, quand le combat est venu dans la ville, il y a eu aussi des lignes d'électricité, beaucoup d'hôpitaux dans la ville, et même et bien sûr en tant qu'humanitaire, nous, les gens qui viennent avec les systèmes des générateurs, et aussi parce qu'il y a eu l'accroissement de patients dans les hôpitaux. Mais nous ne sommes pas arrêtés là et nous ne devons pas nous arrêter là. Nous avons aussi travaillé en tant qu'intermédiaires nets d'humanitaire pour aider les ingénieurs de l'entreprise de l'électricité pour réparer les lignes d'électricité, pour nous rassurer que pas seulement l'hôpital, mais certains pourcentages de la ville puissent avoir accès à l'électricité une fois de plus. C'est là. Ce n'est pas seulement au générateur, c'est aussi considérer les systèmes et la résilience même à des chocs complexes auxquels on doit faire face. Et cela a bien marché, mais ça ne pouvait pas marcher si ça ne fonctionnait
pas pendant des décennies avec de banques de développement pour pouvoir résoudre la question chronique de manque d'accès à l'eau dans la ville de Goma. Alors nous devons être plus intelligents donc collectivement et beaucoup plus expérimentés d'avoir cette stratégie de remise entre les banques publiques de développement, les IFD et les humanitaires, d'être à mesure de répondre à ces donc paysages changeants. Si j'avais un peu de minutes, je vais vous dire comment travailler au Liban avec le BPD. Nous avait aidé de nous rassurer la résilience du système donc de santé, de faire face donc à la crise. Parfois on en venait et on entrait donc à l'hôpital avec bien sûr le médecin. Chaque fois quand il y avait donc une apogée des violences, nous sommes allés avec cette approche et de travailler avec la Banque publique de développement sur la résilience de l'hôpital qui est en train de former, qui installe aussi les panneaux solaires, ainsi de suite. Il y a peu d'années, le ministère de Santé nous avait dit que sans ces projets-là, tous les systèmes de santé du Liban allaient être impactés de manière sévère par Covid-19, par l'explosion à Beyrouth. Aussi, nous avons vu donc des dégâts donc juste donc dans le quartier de Beyrouth. Ça, c'est quelque chose en pratique, tirer avantage des avantages coopératifs de BPD qui a la capacité du capital à long terme de pouvoir bâtir donc la capacité des systèmes, mais aussi les acteurs humanitaires qui sont toujours présents, engagés, même dans des situations de conflits les plus complexes. Mais on peut mettre ça à l'échelle et c'est le message. Et j'aimerais que nous puissions retenir, les IFD ne peuvent pas seulement dérisquer les investissements dans les situations fragiles, mais ils peuvent aussi faire que tous les systèmes puissent être protégés et aussi prévenir donc la régression que nous avons vue. Donc nous pouvons aussi les aider en tant qu'acteurs humanitaires parce que nous sommes en dialogue constant avec ce même parti donc en conflit aujourd'hui. J'aime aussi donc des exemples aussi donc de points importants. Nous devons nous rassurer que donc dans la manière que vous entrez en partenariat à travers différents acteurs. Mais j'aimerais revenir à vous. Bien sûr, AIB se focalise beaucoup sur mettre à l'échelle l'infrastructure, aussi équilibrer ses priorités de la santé planétaire et aussi vos priorités économiques et aussi votre objectif d'être une banque verte. Merci beaucoup une fois de plus de cette question importante. En tant que un banquier donc en infrastructure, j'aimerais aussi dire que les opportunités, aussi le risque qui viennent de grands projets en infrastructure. Il y a un méga infrastructure donc sont les engins donc de la croissance économique donc pour le développement de notre à nous le choix que nous faisons où construire et comment construire ça et quel matériel ou matériaux que nous allons utiliser, cela peut impacter négativement donc les environs naturels, les communautés locales. C'est là que le BMD ou leurs responsabilités, nous avons de politiques et de cadres, toutes ces discussions dans ces forums internationaux vont alimenter nos politiques. C'est alors que nous allons adapter ça et nous améliorer. Alors, j'aimerais parler donc en particulier de la nature pour que nous puissions mettre donc l'action l'évaluation de la nature. C'est pourquoi donc là où il y a aussi les problèmes, nous faisons ce qu'on appelle, quand nous concevons un projet, nous donnons une donc durée de vie de
30 ans et nous faisons une analyse économique, coût-avantage, et comment définir, donc faire que le projet pour la banque puisse être économiquement viable. Si c'est un projet financier, c'est très simple, mais nous faisons des projets infrastructures, les projets du secteur public, alors la viabilité économique, alors c'est là le cadre donc d'évaluation. J'aimerais comparer le cas de la planète et de la nature, de l'approche de la nature. Le climat, les débats a un peu avancé. Nous avons des indicateurs, nous calculons par exemple, nous tenons en compte, nous mesurons combien d'options dans chaque projet. Nous avons un spécialiste donc en matière de climat. La nature, ce n'est pas encore. La nature, d'abord, nous n'avons pas les indicateurs. Donc l'évaluation, comme je l'ai dit, alors un projet de résilience et notre énergie, faire que donc en utilisant le cadre analytique pour que la conception de nos projets, pour améliorer ça au même moment, nous allons continuer à travailler sur les financements novateurs et merci beaucoup. Je dois dire que le financement peut aussi aller donc on va mettre ça à l'échelle. Il y a des moyens d'être créatif avec certaines structures. Alors je vais observer donc de plus près ce que vous serez en train de faire. Eric, je reviens maintenant à vous. Vous avez parlé de l'importance de pouvoir impliquer les gouvernements et le secteur privé. Donc comment est-ce que AEB pour pouvoir vraiment favoriser cette intégration. Et je pense que nous pouvons faire mieux donc, pour articuler cet impact. C'est avoir des cas aussi pour considérer ce que nous sommes en train de faire. Donc l'investissement en infrastructure, ce n'est pas seulement nous rassurer, minimiser les impacts négatifs sur la santé, mais utiliser l'infrastructure pour considérer comment est-ce que nous pouvons résoudre les questions de la pollution de l'air et la propagation de pandémies. J'aimerais des épidémies, nous voulons réitérer l'exemple qui a été mentionné ici parce que ça nous démontre comment est-ce que nous devons travailler avec donc l'exemple de coupons en Inde chaque 100 ans. Donc chaque année, des centaines de gens sont en train donc, de mourir à cause les calculs ont été faits par coup en termes de morts et même de maladies dans l'économie indienne. Cet exemple que nous avons de l'activité où le 20%, donc 2% de mortalité et aussi, ce sont là des éléments, nous avons, si nous continuons, donc de participer donc, dans la conversation. Donc chaque des signes, à cause de la combinaison de la pollution de l'air et parce que je ne savais pas avant que nous commencions ce travail, vous ne pouvez pas laisser votre squelette. Donc si vous l'avez en tant que jeune, nous savons que ça c'est quelque chose. Ce sont là les exemples pour donc d'avoir ces rapports. On s'est posé la question chaque fois quand je parle de ceci, je pense comment est-ce que nous pouvons avoir un impact. Vous avez donné quelques exemples. Nous avons un projet en pipeline. Donc c'est un projet de la gestion des inondations. Ce projet, c'est pour utiliser la restauration des terres humides pour gérer les inondations dans cette ville.
ces projets une fois. Ne faisons pas l'analyse éco-avantage conventionnelle, mais faisons donc cette analyse qui va prendre en compte, nous n'avons pas besoin d'autres informations parce que tout ce qu'on avait besoin était dans l'évaluation. Nous avons considéré ça une fois que vous prenez tous ces avantages accrus, donc en termes de la capture de carbone, en termes de la cross-pollination, donc la pollution de l'eau, la santé mentale, et vous incorporez ça dans l'analyse. Et les gouvernements devraient faire chaque investissement en infrastructure avec les gouvernements à ce type. Une fois que vous élargissez le point, la restauration des terres humides devrait être plus large. Voilà comment la manière dont nous devons travailler dans cet espace. Je pense nous avons réalisé des grands projets. Nous avons certaines matrices utilisant juste l'une d'elles, c'est très bénéfique et nous devons pour le financement, le monde final que je dois dire, comme on parlait ça, c'est la manière dont les banques doivent aborder ça. Nous avons il y a eu un événement, par exemple, considérer ces plans d'action sur le climat, ayant cette expérience, réfléchissant sur ce que nous faisons, aussi, c'est comme nous devons aussi améliorer. Et je suis très convaincu que nous allons bien sûr réaliser un progrès sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous mes panélistes. Je vais brièvement revenir aux recommandations majeures et aussi d'infrastructures et aussi sur toute l'infrastructure pour la santé. Et aussi le panel nous a donné toutes les recommandations pour être mises en application. En faisant cela, il y a besoin d'avoir une approche intégrée pour que l'infrastructure puisse être résiliente. L'infrastructure elle-même devient une partie de la solution, comme Maria l'a dit, et pour ça nous avons avoir des indicateurs de performance majeures, se focalisant sur ça. Nous ne sommes pas encore là. Beaucoup de travail qui est fait, on a fait le progrès dans l'avenir. Et aussi les outils pour la planification. Nous avons besoin de solutions financières, répliquer bien sûr cela qui marche pour mettre en échelle et aussi innover pour mieux l'intégration de la santé et les climatiques dans les financements et l'infrastructure. Nous avons besoin de partenariats, de collaboration clairs, que tout le monde reste engagé. Et j'aimerais m'arrêter pour dire à travers le panel ici, nous avons des nouvelles encourageant qu'il y a un mouvement positif des G20. Les ministres des Finances parlent, nous avons entendu parler de projets qui marchent et je crois que pour rester dans les nouvelles positives, pour nous rassurer bien sûr que nous puissions répliquer et bâtir sur ces efforts pour faire plus dans le contexte d'apprendre des uns les autres en termes de partage de connaissances. Laissez-moi remercier mon panel et Hervé de nous avoir invités ici. Merci beaucoup.